Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Avouez que vous l'avez chanté, le petit thème avec nous, hein? Bienvenue à un tout nouvel épisode du Balado Passé décomposé, axé sur l'histoire de la Nouvelle-France ainsi que la généalogie. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et comme à l'habitude, je suis bien entouré par mon fidèle collaborateur Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume, est-ce que tes cadeaux de Noël sont achetés? Moi, je suis un peu grincheux de Noël, je t'avoue, là, donc c'est le genre de choses que je fais un peu à la dernière minute, malheureusement, et avec 3 enfants, ben là, c'est le Père Noël qui en achète, là, mais avec 3 enfants, une femme et une famille nombreuse, des fois, il faudrait que je m'y prenne un peu d'avance. Oui, c'est ça, on se fait un peu avoir avec tout ça. Et puis, il y a comme 2 mentalités là-dedans. Il y a ceux qui commencent à magasiner au mois de juin, puis il y a ceux qui commencent à magasiner le 22 décembre. J'essaye d'être entre les deux. Moi, je suis définitivement le deuxième. Avant d'aller trop loin, on se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode est présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. En tant qu'auditeur, vous profitez également d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 lors de votre abonnement. Encore une fois, on a des invités qu'on va vous présenter un peu plus tard dans l'émission, dans la deuxième section, en lien avec notre ancêtre du jour. Mais avant, Martin, en quelques secondes, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les nombreuses places où on peut nous suivre? Ben, les gens qui nous écoutent, forcément, en ont trouvé une. Au moins une. Puisqu'ils nous écoutent. Donc, on est disponible, évidemment, sur notre site web, passédécomposé-sans-accent.com. Mais vous pouvez également nous écouter sur toutes les plateformes de balado-diffusion connues, que ce soit Apple, Podcast, Spotify, etc. Donc, cherchez, tapez Passé décomposé dans Google, vous allez nous trouver ou aller sur notre site web et la panoplie d'endroits où les épisodes sont disponibles sont présentés dans la portion de droite là, de notre page d'accueil. Donc, vous allez pouvoir nous trouver très facilement. On a également une page Facebook. Bien sûr. Sur laquelle on va diffuser non seulement de l'information sur les épisodes, mais également des compléments d'informations. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent par le biais du podcast de quand même visiter notre page Facebook parce que souvent, on va venir mettre des photos, des compléments d'informations. Donc, vous pouvez nous trouver à Passer décomposé, le podcast. C'est facile à trouver sur Facebook. Il y a Instagram et TikTok également, mais oui. on vous mentira pas, là, c'est somme toutes les mêmes publications qui sont faites sur les 3 réseaux sociaux, mais vous prenez votre réseau social préféré, puis vous pouvez nous suivre là-dessus. Tout à fait. Et avant de te lancer, mon cher Guillaume, je rappelle à nos auditeurs que nous faisons le balado Passé décomposé depuis maintenant 8 épisodes. Déjà. Et nous tenons à tout de suite réitérer les éléments suivants. Ni moi ni Guillaume ne sommes historiens. C'est vrai. Ni moi ni Guillaume ne sommes des généalogistes officiels. On est des amateurs d'histoire, des amateurs de généalogie. On fait les choses sérieusement. On est documenté. D'ailleurs, toutes les références de ce qu'on discute en ondes sont données dans les références du podcast. Donc, vous allez pouvoir voir là, d'où viennent les informations qu'on va vous donner. Mais nous n'avons absolument pas la prétention d'être historien ni généalogiste. C'est important de le souligner. Tout à fait. On veut pas voler le travail de quelqu'un d'autre, puis on se prend pas pour quelqu'un d'autre. On est vraiment seulement des très grands amateurs avec des bonnes sources quand même, au moins. Si vous aimez notre travail, Martin et moi avons aussi des projets sur le site, comme on dit. Vous pouvez me suivre sur Facebook et TikTok sous le nom Qui es-tu Généalogie, qui est ma compagnie de généalogie. Je fais des versions très express de généalogie, des petites capsules, des anecdotes historiques. Et Martin est l'animateur d'un balado qui s'appelle Silence, on roule, qui compte déjà 9 saisons, qui parle d'électrification des transports, donc voitures électriques, nouvelles technologies, conseils, idées. Est-ce que ça résume bien, Martin? Ça résume assez bien. Donc, on est là où, effectivement, depuis 9 ans, plus de 300 épisodes diffusés. Donc, ça fonctionne très bien. Quand même, effectivement, 300. Oui, c'est bon. Hein? C'est une belle réussite. C'est plus que 8. En tout cas, c'est plus que 8. Faut se rendre à quelque part. Faut commencer quelque part pour s'y rendre. Justement, donc,
Commençons. Pour notre actualité du jour, je suis possiblement très en retard, mais j'ai découvert en novembre dernier l'émission Chasseurs d'héritiers qui passe à nouveau et également disponible sur l'application Crave. Si vous êtes abonné Elix, vous pouvez également rattraper tous les épisodes. Je suis pas certain pour Belle, mais Crave appartient à Belle, donc clairement, il y a des façons de le rattraper aussi. C'est une télé-réalité qui suit Christophe Savary et Olivier Terrien, qui sont deux généalogistes successoraux. C'est les deux hommes qui travaillent dans la ville de Trois-Rivières sont contactés par des notaires dans des cas où une personne sans enfant ou sans testament décède. Ils vont donc retracer les possibles héritiers, faire l'arbre généalogique de la personne pour retrouver un cousin de troisième génération. On va nous expliquer également toutes les règles de succession. Donc, c'est qui est prioritaire entre un demi-frère, une nièce, un cousin. On va voir des cas de secrets de famille qui sont révélés grâce à des recherches. Une demi-sœur qui a toujours été cachée, mais que, finalement, là, est vivante. Donc, elle va devenir prioritaire sur la séparation des biens. C'est des épisodes de 30 minutes à la télé, donc 22 minutes lorsqu'on les écoute sur les différentes applications, comme il n'y a pas de publicité. Je vous avoue, j'ai écouté les 10 épisodes à une vitesse qui serait un peu gênante à dire, là, vraiment. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré. La deuxième saison n'est pas confirmée pour l'instant, mais si on se fie aux autres téléréalités que Nouveau a fait dans ce genre-là, selon moi, on peut s'attendre à quelques saisons. Donc, je vous rappelle le titre Chasseurs d'héritiers à Nouveau. La saison est terminée pour l'instant, mais vous pouvez rattraper le tout sur Crave, sur Elix et en rattrapage sur Belle, fort probablement. Martin, il y a quelques épisodes, on a parlé de ceux qui s'engageaient pour venir travailler dans le nouveau pays et je crois comprendre que c'est ta capsule du mot historique du jour. Eh bien oui, on écoute ça tout de suite. Le mot historique du jour. En Nouvelle-France, on appelait engager un homme qui signait un contrat pour venir travailler dans la colonie, souvent pour 3 ans. Le terme vient du verbe « engager », c'est-à-dire se lier par une promesse. Ces travailleurs étaient aussi surnommés les 36 mois. Ils pouvaient être charpentiers, artisans ou cultivateurs. Certains repartaient en France à la fin de leur contrat, mais plusieurs restaient ici et fondaient des familles. Les engagés ont donc joué un rôle essentiel dans le peuplement du Québec et de la Nouvelle-France. C'est un terme qui revenait souvent, hein? Oui, on en a parlé dans les dernières capsules. Tu disais, les engagés sont arrivés, c'est ça. Ils se faisaient engager. Le terme le dit très bien. Puis comme on avait dit, là, en même temps, quand tu t'engages pour 3 ans dans un pays que tu ne connais aucunement, les chances que tu veuilles rester par la suite, j'imagine qu'elles sont grandes parce que si tu t'impliques, probablement que les chances en France d'avoir une belle vie étaient peut-être moins, là, mettons. Oui, c'était une époque où on était à la recherche d'une meilleure vie pour nos familles, pour bien de nos ancêtres. Vraiment. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été grandement inspiré d'un fait vécu. Dernièrement, petit incident qui m'oblige à avoir des points de suture sur le pied. Rien de très gros, là, mais suffisamment important pour que je doive voir un médecin. Et tout au long de mon attente, parce que Dieu sait qu'on attend au Québec, je me suis demandé, mais comment ça se passait avant? De nos jours, nos médecins font des études interminables pour trouver les causes de chaque petit bobo qu'on a et on les remercie grandement pour leur travail. Ils sont des véritables encyclopédies humaines, mais clairement qu'en Nouvelle-France, les études n'étaient pas les mêmes. J'ai toutefois été assez surpris de voir que les hôpitaux, à proprement dit, datent du 6e siècle, donc les années 500, pas 1500, non, l'an 500. Mais il faut cependant attendre jusqu'au 8e siècle avant la création de vrais hôpitaux, donc vraiment un endroit dédié aux soins des patients. Donc on parle des années 900 environ. À cette époque, c'était principalement un endroit d'isolement et d'accueil pour les épidémies et de traitement, bien évidemment. Si on se projette quelques années plus tard, donc au début de la Nouvelle-France, le principe d'hôpital et de prendre soin des gens, c'est une chose qui est déjà connue et installée. Cependant, le taux de mortalité reste assez élevé, surtout durant des épidémies ou des grandes maladies, parce que les connaissances qu'on a sur les maladies se basent sur des auteurs de l'Antiquité. C'est ça. Les gens étaient malades. Il y avait probablement, dans certains cas, des maladies qu'on connaît bien aujourd'hui, mais on les identifiait pas. Même souvent, on identifiait des symptômes, puis on découlait le nom de la maladie de ces symptômes-là, mais on parlait pas encore de grippe, de COVID, de diabète. Il y avait une maladie, le grand mal. On entendait souvent le grand mal. C'était quoi les maladies qu'on
qu'on soignait ou qu'on semblait identifier à l'époque. C'est vrai que c'est vraiment pas les mêmes maladies qu'aujourd'hui. Il y en a quelques-unes quand même qui vont avoir perduré. La plus connue, c'était une maladie qui n'était pas nécessairement contagieuse, mais qu'on retrouvait beaucoup sur les bateaux qui traversaient l'Atlantique. Volontairement, je vais pas la nommer pour l'instant. Je vais laisser une chance aux auditeurs de réfléchir à tout ça pendant que je la décris. Donc, lors des longues traversées en mer, on doit se limiter au niveau de la nourriture. Donc, on va apporter des aliments qui sont secs, des aliments qui sont salés, qui vont pouvoir durer une bonne partie du voyage. On se rappelle que les traversées de l'époque, c'est 45 à 60 jours, dépendant des conditions météorologiques. Donc, c'est pas le temps d'apporter une grosse pinte de lait bien froid parce que ça ne restera pas bien froid. On va donc prioriser le poisson séché, la viande séchée qu'on peut facilement garder dans une bonne croûte de sel. On va apporter aussi des galettes et des biscuits de mer. Les biscuits de mer, c'était un pain qui était très sec, qui se gardait très longtemps. Niveau fraîcheur, on repassera, là, mon feeling, c'est que ça devait être dur comme de la roche, ce biscuit-là. Une télé-réalité, il n'y a pas très longtemps, là, où il y a des gens qui partaient de la France et qui recréaient une traversée à cette époque-là. Et je me rappelle très bien une scène qui m'a marqué, c'est lorsqu'ils mangeaient ce pain de mer-là, ou pain de... Biscuit de mer. Biscuit de mer ou biscuit de matelot. Il appelait ça biscuit de matelot. C'était sec, puis ça avait pas de l'air bon. Ça doit pas. Ouais, je pense qu'il y en a qui aimaient mieux pas manger que de manger ça. À un moment donné, tu le manges en dépit, là, puis ils devaient le mouiller un peu pour le ramollir parce que c'était tellement dur qu'il manquait... Il aurait pu se casser les dents là-dessus. Au moins, il pouvait jouer au hockey avec un petit pain si jamais. Donc, évidemment, là, on va mettre de côté tout ce qui est viande fraîche, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, ce qui va apporter une très grande carence en vitamine C. C'est donc de quelle maladie que je parle, mon cher Martin? Ah, ben, tu veux que je le dise? Je pense qu'on parle du scorbut. Le scorbut, exactement, qu'on appelait aussi des fois la peste des mers. Jacques Cartier lui-même va être témoin d'une grande épidémie de scorbut lors de son voyage de 1535 à Stadaconé, qui est l'actuel territoire du Vieux-Limoilou à Québec. Quelques mois après son arrivée, on est rendu en février 1536, son équipe va être terrassée par la maladie. Sur 110 hommes présents, il n'y en a que 10 qui vont être suffisamment en bonne santé pour aider les autres. Donc, il y a 100 hommes qui ne se sentent pas bien à cause du scorbut. Et en plus, il y a même le quart de cet équipage-là qui va finir par décéder du scorbut durant cette expédition. Jacques Cartier va écrire dans certains documents que la scène est une chose piteuse à voir. Cartier va également croire à tort, bien évidemment, que la maladie est contagieuse parce que plusieurs Iroquoiens présentent des symptômes de scorbut et va même aller jusqu'à accuser les Iroquoiens d'avoir condamné ses troupes. D'ailleurs, petit aparté, parce qu'on m'a déjà posé la question sur TikTok et c'est fort intéressant. On me demande souvent pourquoi j'utilise le terme Iroquoien et non Iroquois. La réponse est très simple. En fait, c'est deux choses différentes. Les Iroquois forment une Première Nation qu'on a au Québec, comme les Hurons-Wendat, les Mohawks, etc. Alors que les Iroquois, c'est le rassemblement de plusieurs communautés autochtones qui habitaient l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, lorsque je parle d'Iroquois, c'est parce que tout simplement, j'inclus plusieurs Premières Nations dans ce que je dis. Tu as dit que le scorbut, c'était pas contagieux, puis maintenant, on le sait, là, on le comprend bien. Par contre, autant les colons qui arrivent que les Premières Nations vont quand même tomber malades de certaines maladies contagieuses. Il y en a eu avec le temps. Oui, ça n'aura pas été de tout repos. Et l'hypochondriaque que je suis est très content d'être né en 1990 et non 1690. Dès les premières explorations des Français en Nouvelle-France, donc dès les années 1500, les Français vont faire traverser sans le vouloir des maladies infectieuses. Les Premières Nations avaient fort probablement eux-mêmes leur propre maladie à combattre, mais la présence d'Européens sur le territoire va apporter son lot de nouvelles maladies. Dans ces nouvelles maladies-là, on parle du choléra, on parle de la grippe, de la rougeole, de la scarlatine, la variole, tuberculose et fièvre typhoïde. Juste à lire ça, je me sens pas bien. La variole va être une maladie particulièrement mortelle chez les Premières Nations et les colons français. Je suis désolé si vous soupez à la maison présentement, mais la variole se caractérise par des centaines et des centaines de pustules partout sur le corps qui étaient excessivement douloureuse. C'est une version extrême de la varicelle, finalement. Et à l'époque, ça va atteindre les organes, ça va atteindre les reins, le cœur, ça peut jouer sur le système nerveux, puis ça peut même entraîner des fausses couches. Et les femmes enceintes qui ne perdaient pas l'enfant et qui vont accoucher, finalement, alors qu'elle était infectée, peuvent donner naissance à un enfant qui va être lui-même infecté. Un des cas les plus tristes de cette maladie dans l'histoire, c'est l'histoire de Jeffrey Amherst. J'ai pas mis le H à la bonne place. Donc, Jeffrey Amherst, qui aura une rue à son nom à Montréal et vous comprendrez assez rapidement pourquoi dernièrement on a changé de nom de cette rue-là. Je vais le dire de façon assez directe. Amherst déteste les Premières Nations.
En 1761, Amherst est alors administrateur colonial au Québec, qui est sous le régime britannique, et son surintendant, William Johnson, va lui déconseiller fortement de réduire le matériel qui est remis aux Premières Nations, comme les fusils, la poudre, les outils, les étoffes, malgré que son surintendant va lui dire peut-être pas une bonne idée, lui, il se dit qu'il va le faire quand même. Donc, les Premières Nations, oui, pouvaient acheter du matériel, mais il y avait également une partie qui leur était donnée de base, qui était un élément essentiel de l'alliance franco-autochtone. Et en plus de réduire ce matériel-là, il va également limiter l'accès à ce matériel qu'ils pouvaient acheter. Donc, en plus d'en recevoir moins en cadeau, entre guillemets, on va en plus leur dire non, là, tu as déjà acheté un fusil, ça va être assez, tu n'en auras pas d'autres, tu as assez de balles pour ce mois-ci, tu n'auras pas le droit d'en avoir d'autres. La situation va s'envenimer durant les 2 années qui suivent, jusqu'au moment où Amherst va utiliser une situation extrême qui est de volontairement infecter les Autochtones de la variole. Il va écrire à un officier du nom d'Henri Bouquet, et là, je m'excuse des mots, c'est vraiment une citation d'Amherst que je dis. Il dit « Ne devrait-on pas répandre la variole parmi les Indiens rebelles, recourir à tous les stratagèmes en notre pouvoir pour les éliminer ?» Ce à quoi Bousquet va répondre qu'il est non seulement d'accord, mais qu'il va même l'aider à accomplir son plan. Ils vont donc prendre des couvertures qu'ils vont donner à des gens qui ont la variole, frotter la couverture bien comme il faut sur eux autres et remettre ces dites couvertures aux Autochtones dans le but de les contaminer. Il est difficile de savoir si la technique a vraiment fonctionné, étant donné que la variole était déjà présente chez les Premières Nations, mais il ne mérite définitivement pas d'avoir une rue à son nom. Non, juste l'intention, c'est bien lancé. Là, dire, Exactement. Donc, en 2019, Valérie Plante, qui était alors mairesse de Montréal, met un terme à un projet qui avait été initié par Denis Coderre dans le passé et va donc renommer la rue Amherst Atateken, qui est un nom mohawk qui signifie fraternité. Et c'était plus que dû. Oui, c'était plus que dû. Je me rappelle d'avoir une discussion il y a au moins une 20aine d'années sur l'incohérence d'avoir une rue Amherst à Montréal. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, quand on pense aux premiers colons, moi, les choses qui me viennent en tête, c'est bon, les conditions d'hygiène qui étaient vraiment différentes d'aujourd'hui. Et on sait que en santé publique, la propreté, l'hygiène, c'est un élément quand même assez important. Ce manque d'hygiène-là, à l'époque, parce que c'était comme ça, est-ce que ça va contribuer à ce que certaines maladies puissent se propager? Oh mon Dieu, totalement. Le manque d'hygiène, c'est le grand mal de l'époque. À l'époque, on valorise grandement la pudeur et on condamne la nudité, mais on la condamne à un point tel que les gens ne veulent pas se faire une toilette complète parce qu'il faut se dénuder pour se laver. Donc, on préfère rester sale, entre guillemets, plutôt que de se dénuder pour se laver. On dit également que l'eau chaude ouvre les pores de peau, donc rend le corps plus vulnérable à attraper différentes maladies. Ce qui est vrai en soi, là, c'est vrai que l'eau chaude ouvre les pores, mais quand on les ouvre pour laver, c'est autre chose. Pour éviter la contagion, on va donc mettre du vinaigre dans l'eau. Les familles plus aisées, quant à elles, vont pouvoir se permettre certains parfums pour masquer les odeurs. Mais t'es pas plus propre pour autant, là. Non, hein, c'est vraiment masquer les odeurs. Ouais. On va même utiliser des perruques pour cacher les cheveux gras pour avoir une allure un peu plus propre. Par contre, dans la classe populaire, les colons, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se contenter de changer leur longue chemise qui leur sert de sous-vêtement quelques fois par mois. Et on va prendre une douche très rapide, qui est à l'eau froide aussi, pour laver visage, cou et mains. C'est tout. Bon, je n'ai pas parlé d'aisselle, je n'ai pas parlé d'organes génitaux, mains, visage et cou. C'est tout. Ce qu'on voit finalement? À peu près ça. Les villes vont devenir également très sales rapidement parce que les égouts n'existent pas. On va donc inviter les citadins à recueillir tous leurs déchets et leurs petits besoins et aller jeter ça dans la rivière parce que ça fait diminuer les odeurs. Ce qui était vrai. Par contre, on se rappelle que c'est cette même eau qu'ils vont prendre pour boire et tout ça, donc c'est un peu contre-productif. Oui, j'imagine. Et là, ben, les gens tombent malades et doivent se faire soigner. Je me doute bien qu'en 1700, on n'avait pas beaucoup de doctorants avec un doctorat en médecine pour soigner. C'était qui les médecins de cette époque-là? Est-ce que c'était des médecins, premièrement? Bien, on n'a pas de doctorat, mais il y a quand même des études plus poussées. On va voir 3 types de professionnels de la santé à l'époque. Il y a les médecins,
médecins, les chirurgiens, les apothicaires. Les médecins, eux, ils se distinguent par des grades universitaires. Ils ont une formation qui est essentiellement basée sur 3 grands aspects: le diagnostic, le pronostic et la prescription. C'est donc eux qui vont rencontrer les patients, évaluer les symptômes, ils vont émettre un diagnostic, faire la prévision des chances de guérison et proposer un traitement à mettre en place. C'est un peu les généralistes de leur époque. Ils ont beaucoup de connaissances sur plusieurs choses sans nécessairement avoir de spécialité. Les chirurgiens, quant à eux, ce sont ceux qui occupent la plus grande proportion de spécialistes de la santé. Les chirurgiens n'apprennent pas nécessairement à l'université, mais eux, c'est plutôt grâce à l'accompagnement d'un maître, soit à l'hôpital ou dans l'armée. En principe, les maladies qui étaient internes, là, c'était propre aux médecins, et quand on parlait de blessures et de maladies externes, on allait voir à ce moment-là le chirurgien. Il va arriver aussi au chirurgien de devoir acheter des médicaments et il va les acheter au 3e type de professionnel, l'apothicaire. On en a déjà glissé un mot durant l'épisode 4 ou 5, mais l'apothicaire, c'était le pharmacien de l'époque. Donc, grâce à des plantes, à des infusions, il va créer les médicaments prescrits par le médecin. Le plus connu au Québec a bien sûr été Louis Hébert, qui a été un des premiers colons et le premier apothicaire. Leur pharmacie à ces apothicaires-là, est souvent située à même leur résidence et va compter 2 sections. Une partie qui est un peu plus publique, où est-ce qu'on va exposer les médicaments, et une partie privée qui va être surtout le laboratoire et la réserve. Je sais qu'on a dit qu'il y avait 3 types de professionnels, mais il y a aussi un autre métier qui n'est pas nécessairement une professionnelle, mais c'était les sages-femmes. C'est des femmes qui s'y connaissaient sans nécessairement avoir eu d'études sur le sujet. Et vers les années 1700, le métier va s'institutionnaliser un peu plus et les sages-femmes vont devoir être élues par les autres femmes de la paroisse, limitant un peu les gens qui pouvaient pratiquer ce métier-là. Et en même temps, on s'assurait que la femme qui était élue, on avait un certain lien de confiance envers cette femme. Tu as parlé de prescription et de chirurgien, mais là, on est en 1600, 1700. C'est quoi les soins réels qu'on pouvait faire à cette époque-là? On faisait pas... on n'avait pas des laparoscopies, puis on n'avait pas d'équipement sophistiqué. Là, le Tylenol. Quand je m'imagine tout ça, là, moi, je vois plutôt une scie, puis des Vilebrequin, là, tu comprends? Alors, 2 Tylenol, tout allait bien. Non, effectivement, on est loin des soins qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, un des soins les plus communs et le plus drastique, tu parlais de la scie, t'es pas loin, c'est la saignée. La saignée, c'était pas mal la réponse à plusieurs maladies qu'on connaissait. Donc, comme le nom l'indique, la saignée consistait à piquer dans le pli du coude du patient et de lui retirer du sang. On avait déjà compris à l'époque que le sang se régénère, ce qui est totalement vrai. On n'avait pas compris par contre que ça guérissait pas pour autant la maladie. Cela dit, c'est vrai que ça aidait momentanément certains types de maladies, dont le diabète, parce qu'on le sait, le diabète, c'est le taux de sucre dans le sang qui est pas bon. Donc, si on enlève un peu de sang, ça le régénère, ça pouvait aider, mais c'était une solution très temporaire et surtout très intense. Pour vous donner une idée, dans le corps humain, on a environ 5 litres de sang. Quand on fait un don de sang, c'est environ 450 millilitres qui sont récupérés. Donc, environ 2 tasses. Ça se régénère dans le temps de le dire, mais il y a même certaines personnes qui vont se sentir un peu plus faibles, un peu plus fatiguées à la suite d'un don de sang. Dans les saignées, on pouvait retirer jusqu'à 4 litres de sang. Oui. 4 litres de sang. Et on se rappelle, j'ai dit qu'on en a environ 5 dans le corps. Et là, les gens ne devaient pas se sentir bien, hein? Mais d'après moi, là, ça fait... en fait, je vous apprends rien en disant que ça n'a pas donné toujours l'effet escompté. Il y a eu plusieurs décès suite à ça. Mais puis c'est une pratique qui va rester quand même durant plusieurs années. On va aussi pratiquer certaines chirurgies à l'époque, mais les chirurgiens savent que leurs outils sont pas optimaux. On utilise de l'opium pour atténuer la douleur, mais on le sait que c'est pas 100% efficace, donc on va vraiment utiliser les chirurgies dans des cas graves. D'ailleurs, c'est en 1700 qu'on va pratiquer la toute première mastectomie et c'est en Amérique du Nord, dans la ville de Québec, que ça se passe. C'est le médecin Michel Sarrazin qui diagnostique un cancer du sein chez sœur Marie Barbier, une religieuse âgée de 38 ans. Il va écrire dans les registres que si on ne l'opère pas, c'est une mort certaine, donc la seule façon de la sauver serait de lui retirer son sein, donc ce qu'on appelle une mastectomie. L'opération va être pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Québec le 29 mai 1700 et sera un succès parce que sœur Marie Barbier va décéder à l'âge de 77 ans. Donc, 39 ans après l'opération, on va carrément avoir doublé son espérance de vie. Ouais. Honnêtement, Martin, j'ai pu te parler d'environ de la moitié de ce que j'ai trouvé et tout ce que je voudrais te dire. Donc, il y aura définitivement une deuxième partie à l'épisode de la santé, mais je voulais quand même laisser la place à nos invités aussi.
Ben tout à fait. Avant de passer justement à nos invités, on a parlé de santé et quelque chose pour lequel je pense qu'on se doit d'être fier, c'est de notre capacité que nous avons eu très rapidement à mettre en place un système de santé spécialisé pour les enfants. Alors, je te propose tout de suite une petite capsule sur l'histoire de l'hôpital Sainte-Justine. Début du 20e siècle, Montréal. Les rues sont pleines, les tramways grincent, les enfants jouent dans la poussière et malheureusement tombent souvent malades. À cette époque, si un enfant attrape la fièvre ou la toux, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon prier fort et espérer que le médecin du quartier ait un bon cheval. Les hôpitaux, oui, mais attention, c'était pas vraiment pour les enfants. On y traitait surtout les adultes et pas le confort du 21e siècle. Et disons-le, les enfants, eux, devaient se contenter du coin de la table de cuisine. Mais heureusement, dans ce Montréal encore un peu enfumé, une femme a décidé que ça suffisait. Son nom, Justine Lacoste-Beaubien. Justine, c'était pas du genre à rester assise et à broder pendant que les autres parlaient. Non, non, non. Elle, quand elle voyait un problème, elle sortait son carnet d'adresses et elle fonçait. Et son idée, en 1907, c'était carrément de révolutionner en créant un hôpital pour enfants. Imagine la scène. Une bande de femmes de la haute société qui décident, autour d'un thé, qu'elles vont fonder un hôpital. Sans médecin, sans infirmière, sans budget. Mais avec une foi inébranlable et probablement quelques tartes pour amadouer les donateurs. Les sceptiques rigolaient. Les femmes qui veulent fonder un hôpital. Oui, monsieur, et pour les enfants en plus. J'ai pas même confiance. Sauf que, non. Justine, quand elle avait une idée, elle ne la laissait pas passer. Elle fonde l'association Sainte-Justine, du nom de sa sainte patronne, et se met à cogner aux portes. Littéralement, et ce, partout à Montréal. Et on raconte qu'il était plus facile de dire non à un percepteur d'impôts qu'à Justine Lacoste-Beaubien. Et devine quoi? Ça marche. En 1907, l'hôpital ouvre ses portes dans une petite maison de la rue Saint-Denis. 6 lits. Pas 6 chambres, là. Non, 6 lits. On était loin du grand hôpital moderne d'aujourd'hui. Et pour Justine et son équipe, c'était le début d'un rêve. Les infirmières couraient partout, les mères pleuraient de joie et les enfants découvraient enfin un endroit où ils étaient la priorité. On y soignait tout, la rougeole, la coqueluche, les blessures, les bronchites, et ce, avec beaucoup d'amour et, il faut le dire, un peu de débrouillardise. En 1914, l'hôpital devient trop petit. C'est ce qui arrive quand on veut sauver le monde à partir d'une maison. Et hop, on déménage sur la rue Saint-Urbain dans un vrai bâtiment. Et Justine continue sa mission avec une énergie qui ferait rougir un marathonien. Après la Deuxième Guerre mondiale, Sainte-Justine prend encore de l'ampleur. On modernise, on forme des médecins, on fait de la recherche et on devient un hôpital universitaire. L'hôpital change de dimension, de petite maison de quartier, il devient un géant du soin et de la science. Aujourd'hui, Sainte-Justine, c'est un véritable empire du stéthoscope. Un des plus grands centres hospitaliers pour mères et enfants en Amérique du Nord. Des chercheurs, des chirurgiens, des bébés prématurés, des miracles quotidiens. Et tout ça grâce à la détermination d'une femme qui, au départ, voulait juste que les enfants soient soignés avec dignité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'esprit de Justine est encore bien présent. Dans chaque sourire d'infirmière, dans chaque doudou déposé sur un lit d'hôpital, on sent ce même mélange de tendresse et de courage. On dit souvent que les grandes révolutions commencent avec des idées simples. Eh bien, celle-ci a commencé autour d'un thé avec une femme qui refusait de croire qu'un enfant malade devait attendre son tour derrière les adultes. Alors, la prochaine fois que tu passes près de Sainte-Justine, pense à Justine Lacoste-Beaubien. Elle n'était ni médecin, ni scientifique, mais elle avait quelque chose de plus puissant encore. Une volonté de mère québécoise. Et c'est pas mal plus fort que n'importe quel remède. On a tous les deux des enfants, mon cher Guillaume. Oui.
on est tout à fait au fait de l'importance d'avoir un bon système de santé, surtout quand le bobo est plus grave que juste une petite toux, là, puis qu'il faut aller voir des spécialistes. La prise en charge qu'on a dans ces hôpitaux-là spécialisés maintenant démontre très bien tout le bout de chemin qu'on a fait. Vraiment. Puis avant de passer la parole à nos invités, là, dans les dernières semaines, derniers mois, on en a quand même entendu parler beaucoup des médecins. Les infirmières, on entend parler depuis des années. Et d'ailleurs, parlant de Sainte-Justine, ma petite maman d'amour, Céline Melançon, aura été infirmière à Sainte-Justine durant 43 ans. Wow. Elle est rentrée à 20 ans. Oh là, je suis en train de dévoiler peut-être son âge, mais bon, je m'excuse, maman. Mais il y a 2 ans, elle a pris sa retraite après quand même une super belle carrière de 43 ans dans le même hôpital, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Tout à fait. Durant les derniers épisodes, on vous parlait très souvent d'un ancêtre unique pour les familles, mais pour aujourd'hui, on vous parle de l'ancêtre le plus commun d'une famille. Pour parler de cette lignée, soit de la famille Pelletier, on reçoit aujourd'hui Diane Pelletier, présidente du conseil d'administration, et Rémi Pelletier, qui est membre du conseil d'administration de l'Association des familles Pelletier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, Diane, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'origine de l'association? Quand est-ce que ça a parti? Quel âge de l'association environ? Rémi me corrigera. C'est un travail si d'équipe. jamais c'est pas correct. L'association est née en 1986 d'un membre, J. Roland Pelletier. Et vraiment, l'engouement s'est fait sentir. Il y avait beaucoup de personnes qui adhéraient à l'association. C'est sûr, ça veut dire que maintenant, ça va faire 40 ans l'an prochain que l'association existe. Oui. Malheureusement, les gens vieillissent, les jeunes s'intéressent moins à la généalogie ou l'histoire de leur famille. Alors, on n'est plus que 230 quelques membres. Ouais. Mais qui sont partout au Québec. On en a en Ontario, dans les Maritimes, on en a aux États-Unis et on en a quelques-uns en Europe. Wow! Aussi. OK. Alors, c'est à peu près ce que couvre notre association. Rémi, je sais que vous avez quand même des événements qui se sont passés dernièrement. J'ai cru comprendre que vous, Diane et vous, avez pu même vous rendre en France pour voir les premières, les traces, découvrir les premières traces de Guillaume Pelletier, votre ancêtre. Comment ça? Oui, effectivement, on a organisé ça. J'ai travaillé pour organiser ça avec une agence qui s'occupe plus de généalogie, d'une agence française, l'agence Racine, pour ne pas la nommer, qui m'a préparé un cédule de visite à laquelle on a fait, qu'on a maintenant accepté. On a modifié quelque peu, mais on a accepté. Puis après ça, il fallait trouver les gens pour... quand on était 19 personnes, plus un guide qui était avec nous autres. Là. Est-ce que c'est cette agence-là qui identifie les endroits importants de votre famille? Donc, est-ce qu'eux font les recherches, je m'en allais dire, généalogiques, mais en même temps géographiques. Géographiques, généalogiques. C'est eux qui les font pour vous ou vous devez leur donner les informations pour qu'ils puissent préparer la tournée? Non, c'est eux autres, l'agence qui l'ont fait, les points principaux, on les a donné le lieu de l'ancêtre précisément. À ce moment-là, ils ont fait les recherches pour trouver des visites à faire, l'église où il était né, où il était baptisé Guillaume, si on peut dire, ou Jean. Et les deux, le Guillaume, c'est le principal ancêtre, mettons, mais Jean, c'est le descendant qui est venu ici, au Canada, au Québec. Donc, c'est ça. Puis, en même temps, on a profité pour visiter d'autres choses aussi dans le débarquement en Normandie, parce que c'était dans la même région située. Là. Nous autres, on était Guillaume, c'était dans la région du Perche, moi. Plus précisément, à Brésolette. Yeah. Fait que maintenant, c'est fusionné, ça s'appelle... j'ai un plan, là, mais...
Je sais pas si Diane, tu t'en souviens du nom, là, mais... En France, il y a beaucoup de petits secteurs Oui. qui sont rassemblés. Mais ce qui a été, c'est ça, super intéressant, c'est qu'entre autres, il faut être féru d'histoire quand on fait un voyage comme ça. Parce qu'exemple, on est allé en Honfleur, d'où est parti Samuel de Champlain. Bien sûr. Alors, tu sais, ça fait un petit quelque chose qui nous brasse en dedans. Mais quand on arrive, en plus, justement, à Tourouvre et à Brossolette, qui était la ville où demeurait la ville, on va dire le village, mettons, où demeurait Guillaume Pelletier, notre ancêtre. Là, ça donne vraiment un coup d'émotion. Là, on se dit, wow, regarde. On voyait dans la petite église les fonds baptismaux. Guillaume, il a été baptisé ici. Tu sais, puis on est là. C'est Puis fou, ensuite, là. on est allé voir la maison où est-ce qu'il restait avant de s'en venir au Canada en 1641. Ouais. Alors, les émotions jouent beaucoup dans ce temps-là. Ah, quand c'est on sûr. voit tout ça, là, ça a été vraiment super intéressant. On parle beaucoup de Guillaume Pelletier parce que c'est l'ancêtre le plus commun, mais on le disait, c'est pas l'ancêtre unique. Est-ce que les gens qui ont une ascendance autre que Guillaume Pelletier peuvent quand même joindre votre association ou c'est limité aux descendants de Guillaume? Oui, c'est vraiment tous les ancêtres, parce qu'on en a plusieurs qui ont comme ancêtre Pierre Pelletier. Il y en a un autre, il y a Louis aussi. Je dirais aussi qu'on a visité le site aussi de Pierre Pelletier où il y avait demeuré. L'autre petit village, c'est Saint-Martin de Fregnault. Yeah, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe. À deux, Oui, c'est ça. Madame Pelletier, je suis pas mal... Ce qui a été intéressant aussi, c'est que les maires de ces petites municipalités-là nous ont accueillis. Ah, wow! Ils nous racontaient un peu l'histoire, puis nous montraient justement, pour Brossolette, c'était l'église et la maison. Pour Saint-Martin de Fregnault, le maire nous a montré, il y a une rue qui s'appelle Pierre Pelletier, qui vient de notre ancêtre. Ouais. Alors, c'était super intéressant. Oui. Ouais. Surtout dans un des ancêtres qui était ici. Je suis certain qu'il y a pas mal de Pelletiers qui nous écoutent actuellement et qui frétillent à entendre tout ça puis qui veulent en savoir plus. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, Mme Pelletier, c'est parlez-nous un peu de un Pelletier qui devient membre de votre association. Là. Quels sont les services, les activités qui viennent avec un membership à l'Association des Pelletiers? Oui. OK. Premièrement, ça ne coûte que 25 $ par année pour être membre. Très raisonnable. Et vous avez... Oui, on n'a pas suivi l'inflation. Ça donne droit à la revue qu'on fait qui s'appelle La Pelleterie. C'est 4 numéros par année où est-ce qu'on parle de toutes sortes de pelletiers, même de pelletiers présents, là, ou quelqu'un qui a un article sur un de ses grands-pères ou arrière-grands-pères, peu importe, ils peuvent nous la donner et on met ça dans notre revue. On a également un ralliement qu'on fait une fois par année, l'été. Normalement, c'est au mois d'août. On choisit différentes régions. Pas nécessairement parce qu'il y a eu des pelletiers, c'est sûr qu'on aimerait ça, mais ils n'ont pas fait le tour du Québec, les pelletiers. Mais, tu sais, on choisit différentes régions qu'on fait découvrir aux autres pelletiers, comme en 2025, le ralliement avait lieu à Saguenay, dans ma région. Ben oui, on a reconnu votre bel accent, Mme Pelletier, on ne se le cachera pas, là. C'est un bel accent que vous avez là. C'est nous autres qui en avons un. Oui. Mais pourtant, nous, ici au Saguenay, on dit que c'est les gens de Montréal. Exactement. Alors, on a fait découvrir, c'est sûr qu'en une journée, on ne peut pas tout montrer, mais
on essaie de montrer certaines choses aux gens pour qu'ils puissent revenir ensuite. Bien sûr. Mais il y a certaines personnes qui ont prolongé leur séjour de 1 ou 2 journées pour aller voir d'autres choses. Ah ouais, ben ouais, Alors, certain. et peu importe la région où l'on va, ça aide les pelletiers, on va dire, à découvrir d'autres coins, puis ils veulent y retourner. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Pelletier, quelqu'un qui devient membre de votre association et qui est à la recherche là, de ses propres origines, donc sa propre généalogie à lui, avez-vous des services là, pour aider à recréer l'arbre généalogique d'un Pelletier qui deviendrait membre chez vous? On n'a pas de généalogiste en tant que tel, mais on a des données pas mal complètes sur tous les descendants. Puis, comme moi, j'ai ma lignée qui descend de Guillaume, on est rendu avec mon garçon en 13e génération. Et avec ça, ben, ceux qui sont originaires de Guillaume, ben, maintenant, on voit que ça change de branche. Là, on voit qu'à maintenant, cette branche-là, après 3 générations, ça a changé. Mais on peut fournir des informations aussi pas mal plus précises. Là, ce qu'on a dans nos archives, là, on a des choses assez précises pour les aider à développer ou à trouver le lien avec les ancêtres qui ont été là. Soit qui descendent de Pierre ou de Guillaume. C'est les plus connus, là, mais il y en a 2 autres, je crois, là, qui sont... peut-être que Diane elle connaît un peu, là, un peu plus. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à ramasser de nos membres les arbres généalogiques qui sont faits. Je mets ça dans un cartable. Quand les gens viennent au ralliement, ils peuvent feuilleter ce cartable-là. Puis là, quand même que notre ancêtre, même si c'est Guillaume, Pierre, Louis, peu importe lequel que c'est, là, tu commences à descendre. Là, tu dis, oups, ça prend un autre bord. Mais j'ai même été surpris, il y a une couple d'années, j'ai rencontré un petit cousin alors que je ne pensais pas que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait être aussi proche de moi. Mais c'est vraiment intéressant de voir toutes les branches là, qui se... non, c'est intéressant. Et moi, je tiens à dire à nos auditeurs que les références pour l'association de la famille Pelletier vont être mis en lien là, dans notre podcast. Donc, si vous êtes un Pelletier puis vous êtes intéressé, vous pourrez cliquer directement et rejoindre l'association pour en devenir membre. Et on vous incite fortement à devenir membre de votre association familiale. Là, si vous êtes un Pelletier ou d'une autre famille, celle de votre famille, c'est important, ne serait-ce que pour garder en vie ces associations-là qui font un travail magistral de tenir les archives familiales comme ça, vivantes, renseignées. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Elle n'est pas toujours juste. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent un peu, là, puis qui font des recherches un peu molles, puis qui vont induire des erreurs qui vont être répétées après ça par plein de gens qui vont ramasser cette information-là. Quand on passe par l'information qui vient d'une association familiale comme ça, on s'assure d'avoir une version qui a été vérifiée, contre-vérifiée. C'est des centaines de membres là, qui sont là. Donc, on s'assure d'avoir on est un peu plus proche de la vérité, mettons, que quand on prend ça un peu n'importe où. Guillaume, je me permets de te demander... Guillaume moi, là, et non Guillaume Pelletier. Oui, non, pas Guillaume Pelletier. Je ne crois pas qu'il nous entende. Peut-être, Dieu son âme. Mais parle-nous donc justement de l'ancêtre des Pelletiers. Puis, monsieur et madame Pelletier, en cours d'allocution, si jamais vous avez envie de vous lancer puis de complémenter, gênez-vous pas, là, on va profiter du fait que vous soyez là. Donc aujourd'hui, notamment grâce aux informations justement sur le site de l'association, je vais vous parler de Guillaume Pelletier et de son fils Jean Pelletier, les pères de la plus importante souche de Pelletier du Québec, sans être l'ancêtre unique toutefois. Donc si vous êtes un Pelletier, mais n'êtes pas descendant de ces hommes, pas besoin de nous dire qu'on a tort, on le sait, là, c'est pas l'ancêtre unique, c'est seulement que vous êtes d'une souche moins commune. L'exemple que je donne tout le temps, c'est je suis moi-même un Beaulieu, mais je ne fais pas partie des 80 quelques % Beaulieu dits Hudon. Pour ma part, je suis
un beau lieu dit d'Hyers. Parlant de nom dit, Guillaume Pelletier avait comme nom complet Guillaume Pelletier dit le Gobeloteur, un surnom qui viendrait d'un dérivé de gobelet, qui voulait possiblement décrire une personne qui aimait bien chanter, danser, faire la fête, prendre un petit coup. Donc un Guillaume qui aime tout ça. Ceux qui me connaissent savent que ça me représente aussi, fait que d'après moi, ça vient avec le prénom. Guillaume est toutefois une personne bien respectée de son entourage, donc c'est pas une personne nécessairement qui abusait de l'alcool non plus, là. Avant d'entrer trop dans le sujet, on nous a posé des fois la question par rapport aux surnoms dits. La majorité de ces surnoms-là venaient de l'armée en France. Les recrues se voyaient attribuer un surnom, ce qu'on appelait un nom de guerre. Les surnoms pouvaient être aussi utilisés des fois pour se différencier d'une personne à l'autre. Par exemple, les deux ancêtres les plus importants de la famille Bouchard se nomment tous les deux Claude Bouchard. Donc, un des deux va avoir pris le surnom Claude Bouchard dit le Petit pour se différencier. Donc, on attribue des surnoms selon l'origine de la personne, les traits physiques, des traits de personnalité, des surnoms basés sur l'environnement, la profession, ou même littéralement ajouter le nom de famille de la mère dans le but de se différencier. Maintenant que ça c'est dit, on y va pour vrai avec Guillaume. Donc, Guillaume Pelletier dit le Gobeloteur qui naît en 1598 à Brésolette, tout près de Tourouvre, en France, le 12 février 1619. Et là, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Il va épouser Michel. Est-ce qu'on dit Mabille ou Mabille, selon vous? Bonne question. J'aurais dit Mabille. On va y aller avec Mabille pour aujourd'hui. Il va donc épouser Michel Mabille dans l'église Saint-Aubin de Tourouvre. Lors du mariage, Guillaume est âgé de 20 ans et Michel est âgé de 26 ans. C'est une situation un peu plus rare que la femme soit plus vieille, mais pas non plus exceptionnelle. Guillaume et Michel vont être les parents de 3 garçons, mais seulement Jean, un des fils, va survivre. Est-ce qu'on sait pourquoi que la famille Pelletier donc, va décider de venir s'installer dans le nouveau pays? Y a-t-il une raison qui les a poussés? Tu fais bien de dire famille Pelletier parce que, effectivement, c'est une partie de la famille même qui va faire la traversée pour une raison qui demeure inconnue, du moins Guillaume, sa femme Michel, leur fils Jean et Antoine Pelletier, qui est le petit frère de Guillaume, vont quitter la France au printemps 1641 et vont arriver dans la région de Québec comme la plupart des premiers colons. Les frères Pelletier vont devenir propriétaires de terres à Beauport et Antoine va épouser Françoise Morin le 19 août 1647 alors qu'il est âgé d'environ 46 ans, un mariage sur le tard quand même. Malheureusement, ce mariage-là va être d'une très courte durée parce qu'Antoine décède 44 jours après leur mariage parce que son canot se chavire tout près de sa maison et malheureusement, il ne réussira pas à regagner la rive. Avec un mariage de juste 44 jours, j'ose imaginer... Je suppose qu'il n'y aura pas eu d'enfant. Effectivement. Donc, ça voudrait donc dire que c'est Jean qui a continué la lignée? Exactement. Pas de pression pour Jean, mais ses 2 frères sont décédés. Son oncle est décédé, donc c'est pas mal grâce à lui si on veut que cette lignée-là se poursuive. Donc, lorsqu'Antoine Pelletier va décéder, l'oncle Guillaume va hériter de la terre et Jean va même donner un coup de main en travaillant sur ces terres-là. Jean, qui est né 12 juin 1626, d'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné, il va décider de s'engager auprès des Jésuites le 12 août 1646. Donc, lui, son but, c'était d'aller travailler avec les Jésuites, d'avoir une carrière religieuse, si on veut. Toutefois, après 1 an de travail, il va revenir sur sa décision, va revenir à Québec et va se fiancer avec Anne Langlois. Habituellement, entre les fiançailles et le mariage, il n'y a pas grand temps dans ces années-là. C'est souvent assez rapide. Toutefois, dans cette situation, on va devoir attendre 2 ans avant de voir le mariage pour une simple et bonne raison. Lors des fiançailles, Jean Pelletier est âgé de 20 ans et Anne Langlois est âgée de presque 10 ans. Okay. Selon certaines rumeurs que j'ai lues sur d'autres sites, Jean n'aurait pas été au courant de l'âge d'Anne. C'est une fois les fiançailles faites et un peu plus loin dans la démarche qu'il a su l'âge d'Anne. Il va donc accepter de repousser son mariage jusqu'à ce que Anne ait 12 ans, qui est l'âge légal du mariage de l'époque. Ah, j'aime pas ça dire ça. Ma plus vieille a presque 12 ans, puis entre toi puis moi, un enfant de 9 ans, ça se peut que tu saches pas exactement son âge, mais tu vas avoir un petit doute, là. Voilà. Le mariage va donc avoir lieu le 9 novembre 1649, donc 2 ans et demi après la publication des bans, et ça va se faire dans la maison de Robert Giffard, qu'on a parlé à quelques reprises tout au long de nos épisodes. Anne a donc atteint l'âge de 12 ans, elle va pouvoir se marier. Jean va être rendu à 22 ans et considérant l'âge de l'épouse au moment du mariage, le couple va attendre ses 16 ans à Anne avant d'avoir des enfants.
Phew! En tout, ça va être 9 enfants qui vont naître de ce mariage-là, 5 garçons, 4 filles. Toutefois, il y a un garçon et une fille qui vont décéder à quelques jours de vie et qui va laisser donc 4 garçons et 3 filles qui vont se marier et assurer la descendance Pelletier de cette lignée. Donc, avec les enfants qui sont maintenant arrivés, est-ce qu'on peut s'imaginer que les Pelletier vont déposer leurs valises puis s'installer définitivement à cet endroit-là? Ça serait bien trop simple de te répondre que oui, en disant une seule ville et voilà, ils sont là. Non, Jean et Anne sont plutôt nomades et vont se promener entre quelques villes, c'est même poli, là. Le nom de Jean va d'abord apparaître sur un acte de concession de terre pour un terrain de la ville de Québec qu'il va recevoir avec son associé René Chevalier. Selon les registres, ce lot-là était réservé pour des constructions commerciales seulement et non résidentielles. On ne sait pas c'était quoi le projet que les deux allaient avoir, mais ce qu'on sait, c'est que le projet ne se réalisera jamais parce que l'espace ne sera jamais occupé et la terre va être vendue plusieurs années plus tard sans même avoir été occupée ou travaillée. Il va aussi vendre la terre de son père Guillaume qui est décédé en 1657, donc tout près de 60 ans. Un peu plus tard, en 1663, Jean va recevoir une concession de terre à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Bien que la terre lui fût concédée en 1663, la famille Pelletier-Langlois ne va s'installer que 2 ans plus tard sur cette terre-là. Au recensement de 1666, on montre que la famille a quand même assez d'argent parce qu'ils peuvent engager le jeune Guillaume Lemieux, âgé de 17 ans, qui va travailler sur une base mensuelle à l'entretien de la terre. Donc, si tu es capable de t'engager un employé, souvent c'est parce que tu as quand même assez de sous. Ils vont ensuite quitter pour l'Apocatière, dans le bas du fleuve, avant de revenir s'installer à Beauport pour finalement retourner sur une dernière terre qui sera à Rivière-Ouelle. Je pense pas que je me trompe en disant que Rivière-Ouelle a été témoin d'une tentative de prise de possession par les Anglais, il me semble. Hein? Exactement. En août 1690, l'officier de marine Sir William Phipps est choisi pour commander les expéditions militaires contre les possessions françaises en Acadie et au Québec. Il va donc quitter Boston avec une impressionnante flotte de 32 bateaux et une armée de 2000 hommes dans le but de faire un raid dans des villages et vraiment de prendre le contrôle de la place. Et leur première destination, c'est Rivière-Ouelle. Les villes de Rivière-Ouelle et Grand'Anse, qui est juste à côté, ils n'ont pas nécessairement les effectifs pour se défendre, tant en termes d'armes que en termes d'hommes. C'est donc l'abbé de Francheville, qui est le prêtre de Rivière-Ouelle, qui va prendre les choses en main. Il va rallier les habitants pour défendre Rivière-Ouelle et Grand'Anse. Il leur demande d'utiliser eux-mêmes leurs propres fusils, puis de jouer aux soldats finalement, et ce, peu importe leur âge. Selon l'abbé Henri-Raymond Casgrain, la flotte de Phipps jette l'ancre devant Rivière-Ouelle et plusieurs plus petites embarcations vont se diriger à la rame vers le rivage. Les hommes de Francheville sont cachés dans la forêt et attendent l'approche de l'ennemi. En arrivant sur le rivage, les Canadiens vont tirer sur les Anglais. Ils vont en tuer plusieurs et en blesser beaucoup également. Prise par surprise, la flotte de Phipps va décider de se retirer et de quitter aussitôt qu'ils sont arrivés. Les habitants présents sont alors considérés comme des héros de la Rivière-Ouelle et parmi ces héros, on trouve Jean Pelletier et son fils aîné, Noël. Donc, Jean n'est pas mort pendant l'attaque. Non, il va même survivre encore 8 ans et va s'éteindre à l'âge de 70 ans le 24 février 1698. Anne, quant à elle, va lui survivre 6 autres années avant de s'éteindre à l'âge de 66 ans le 16 mars 1704. Ah, tu me vois sûrement venir, mon cher Guillaume, parce que je te pose souvent cette question-là, mais qu'est-ce qui reste de la mémoire de Guillaume, de Jean, d'Anne? Est-ce qu'il y a des vestiges? Il n'y a pas de rue avec les noms complets de Guillaume, Jean ou Anne, mais on peut quand même se douter que plusieurs rues Pelletier au travers le Québec qui rappellent leur passage dans le nouveau pays, bien évidemment. Parce que, seulement pour vous dire qu'à Beauport, il y a une rue qui s'appelle Guillaume Pelletier. En tout cas, c'est ce que nous autres, on avait su, que c'était Guillaume Pelletier, parce qu'à Beauport, Guillaume, il est resté toujours à Beauport. Alors, c'est pour ça que je vous le vous faites bien, c'est pour ça qu'on invite des associations, c'est comme ça pour être sûr qu'on ne dise pas de niaiseries. Donc, merci de nous corriger. Cela étant dit, il y a plusieurs descendants de Guillaume et donc de Jean aussi qui vont avoir été marquants dans l'histoire du Québec. On pense aux comédiens Denise Pelletier et Gilles Pelletier qui étaient frères et sœurs.
Il va avoir marqué les arts du Québec. Denise Pelletier décède tristement durant une chirurgie à cœur ouvert à seulement 53 ans. Le théâtre Denise Pelletier a d'ailleurs été nommé en son honneur. Gilles, quant à lui, va avoir joué dans des séries comme La famille Plouffe, Cap aux sorciers, L'héritage. Et puis, juste pour vous montrer à quel point le monde est petit, Gilles Pelletier va avoir été le conjoint de la comédienne Françoise Gratton. Et Françoise Gratton est elle-même la tante de Vincent Gratton et François Chénier, que ma génération a connu comme Carl Le Cat-Charret dans Radio Enfer. Vincent Gratton est lui-même l'oncle de la comédienne Rachel Gratton. Donc, une pas pire histoire de famille là-dedans. Et de mémoire, l'ancêtre Gratton avait une histoire quand même particulière, donc note à moi-même pour un prochain épisode. Dans les autres Pelletier marquants, on peut penser à Pantaléon Pelletier. Je suis quasiment déçu d'avoir eu mon fils avant de faire cet épisode. Je suis un peu jaloux du prénom. Tu l'as rappelé comme ça? Pantaléon, ça me travaille. Là. Donc travaille dans le Pantaléon. Pantaléon qui va avoir une carrière politique assez impressionnante entre 1873 et 1911. Il va occuper les postes de député, de ministre de l'Agriculture, sénateur, président du Sénat et va même avoir été lieutenant-gouverneur du Québec. Il y a d'ailleurs l'avenue Pantaléon Pelletier dans le quartier Sainte-Foy-Sillery à Québec en son honneur. Impossible également de ne pas parler de Wilfrid Pelletier, chef d'orchestre québécois d'une grande renommée. Il va devenir chef d'orchestre de plusieurs grands opéras de New York. Il va fonder le Conservatoire de musique d'art dramatique de Montréal, va fonder le Conservatoire de musique de Val-d'Or et en plus d'être directeur du Conservatoire de Québec. Plus récemment, nos auditeurs de Québec, justement, vont se rappeler de Jean Pelletier, qui a été maire de 1977 à 1989. Il va être plus tard nommé chef de cabinet du premier ministre canadien Jean Chrétien et va se faire surnommer The Velvet Executioner, qu'on pourrait traduire par le bourreau de velours, en lien avec l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». De nos jours, le nom Pelletier figure au 12e rang des noms les plus communs du Québec, avec plus de 4 personnes sur 1000 qui portent ce nom. Diane et Rémi Pelletier de l'Association des familles Pelletier, j'ai envie de vous laisser conclure cette section. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur le web, et est-ce qu'il y a des événements qui sont à venir également pour l'association? Avant, Diane, je pourrais ajouter quelque chose. En collaboration avec l'association Fil Rouge et Passeurs de mémoire, oui, on a fait des marqueurs pour les familles Pelletier. On a mis un marqueur sur les terres qui ont appartenu à Jean Pelletier, qui sont en partie à Saint-Roch des Aulnay maintenant, oui. À Saint-Roch. Donc, le marqueur est sur la terre de... Maintenant, c'est Réal Pelletier qui est propriétaire de la ferme avec son fils Danny. C'est encore donc des Pelletier qui sont propriétaires de cette terre? Oui. Wow, vraiment, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est un des faits que les gens peuvent passer là. Il y a un code QR sur le marqueur, puis ils peuvent avoir la généalogie ou plein d'informations par rapport à ce site-là. Super intéressant, ça. Vraiment. C'est juste ce que je voulais mentionner. Fait que je te laisse, Diane, là-dessus, pour continuer. Bien, premièrement, je veux vous dire que vous êtes super bien informés. Merci, vous avez merci. fait des recherches. Pas à peu près. Il y a même des choses que j'ai apprises dans ce que vous avez dit. Alors, quand même, il faut vraiment écouter ce balado-là. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va faire de la publicité. Vous êtes fin, vous êtes fin. Parlant de publicité, où est-ce qu'on peut vous suivre justement sur Internet? Est-ce que vous m'aviez parlé d'une page Facebook et d'un site web? Oui, on a un site web, association des familles Pelletier.com. Si je ne me trompe pas, là, je le dis de mémoire. Oui, mais on va le mettre on va le mettre dans les références. Les gens vont pouvoir cliquer dessus. Ouais. OK. Ouais. Fait que là-dessus, vous trouvez quand même pas mal d'histoires et vous trouvez aussi un formulaire auquel vous pouvez vous abonner à l'association. Ouais. Ce qui est vraiment formidable parce qu'on peut, avec nos ralliements, on dit toujours qu'on fait une rencontre de cousins. Exact. C'est nos cousins et nos cousines. Alors, c'est vraiment super. Donc, le ralliement est une fois par année à l'été au mois d'août. On sort 4 revues par année, dont la prochaine va être juste avant les fêtes.
ce qui veut dire très Pas mal là. bientôt. Pas mal là. Oui, très bientôt. Et il y a aussi la page Facebook Association des familles Pelletier à laquelle on peut s'abonner puis qui vous semblez quand même assez actif et je vois même qu'il y a des objets promotionnels, des articles promotionnels sur la famille Pelletier. Oui. Donc On vraiment a des un super casquettes, beau des projet. gilets, on a Oui, plein de vraiment. choses qui est vraiment, c'est vraiment le fun là, de porter le nom Pelletier. Donc, avant de conclure l'épisode, Diane et Rémi Pelletier, on vous remercie excessivement de votre présence. Ça a été super apprécié. Avant de terminer, donc, on se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode était présenté par généalogiequebec.com, propulsé par l'Institut Drouin, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 lors de votre abonnement. Martin, techniquement, notre prochain épisode sortirait le 26 décembre, mais je pense qu'on va se garder une petite pause des fêtes. Oh ouais, ça se peut que je sois encore en train de digérer ma dinde. Qu'est-ce que tu dirais si on se retrouvait au lieu le 9 janvier 2026 en parlant d'un de mes thèmes préférés, divertissement et art? Je pense que ça va être très intéressant. Oui, vraiment. monsieur. On vous souhaite un excellent temps des fêtes, tout le monde. Profitez-en bien, soyez près de ceux que vous aimez et qui vous font du bien. Et je vais pas faire comme si je ne le savais pas, Martin. Durant notre petite pause, tu vas vieillir d'une année. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça m'arrive une fois par année, en fait. Oui, mais c'est tout de suite après Noël. En donc plus. le jour de l'an, donc je vieillis là. Moi, j'en profite pour... Tu l'as dit, on rencontre la famille, là. J'ai longtemps été comme un running gag dans ma famille parce que, tu sais, les 3-4 ma tante puis mon oncle un peu plus vieux qui radotent que le monde ne s'assoit pas avec, là. C'est moi, toi, j'étais toujours moi qu'elle allait s'asseoir avec parce que je vous le dis, dans votre famille, si vous avez des personnes âgées, ce sont des mines d'or d'informations. Ils viennent d'une époque où tu mémorisais, tout n'était pas sur Internet. Ils connaissent les noms, les dates, les anniversaires, les lieux, les événements. Attendez pas que ces gens-là décèdent pour vous faire dire « Ouais, t'aurais dû le demander à ma tante Janine dans le temps, elle le savait. » Mais si ma tante Janine est là, jasez avec elle dans le temps des fêtes. Posez des questions à ma tante Janine. Demandez-lui comment c'était, comment était telle personne, qui était le frère d'un tel puis d'une telle, puis ça l'a connu le trou dans votre arbre généalogique. Peut-être qu'elle a l'information. Ces gens-là sont une mine d'or d'informations et je pense que c'est un peu typique de notre société. Là. Les personnes âgées, on a tendance, ils sont vieux. Au contraire, profitons de leur savoir, de leur sagesse et allons chercher cette information-là si précieuse qu'on regrettera un jour de ne pas être allé la chercher. C'est là-dessus que je vous laisse pour le temps des fêtes, moi. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Martin, et à tout le monde une très belle période des fêtes et on se revoit en janvier. Dans ce passé